Mathilde, je te laisse défiler du coup les slides. Ouais, très bien. Donc peut-être pour rappel, revenir un peu dans dans le vif du sujet sur ce que c'est qu'un cadre de certification carbone. L'objectif, c'est vraiment d'aller jusqu'à de l'obligation de résultat, de pouvoir quantifier en fait l'impact climatique d'un projet, d'apporter des garanties en fait sur l'impact de ce projet. Et c'est vraiment ça tout l'objet en fait des quêtes de certification. C'est quand on met en place un projet, prenons l'exemple de plantation de haies, de plantation d'arbres, de gestion améliorée des forêts. L'objectif, ça va être de quantifier la séquestration carbone qui va être permise par ce projet, les réductions d'émissions permises par ce projet, et de pouvoir crédibiliser en fait cet impact climatique dans l'objectif derrière de pouvoir rémunérer en fait cette réduction d'émissions pour inciter au développement de ce type de projet bas carbone. Voilà, donc le concept en fait, c'est de proposer un scénario de référence, de définir un scénario de référence qui correspond à la tendance, à ce qui se serait passé si on n'avait pas mis en place ces nouvelles pratiques. Et à partir de ce scénario de référence, évaluer l'impact réel en termes d'émissions et de séquestration que le projet a eu, de comparer ce scénario de référence avec l'impact réel du projet, et c'est finalement cette R entre les deux courbes qui donne les réductions d'émissions. Alors après, on peut appeler ça crédit carbone, unité de réduction d'émissions, certificat de réduction d'émissions. Le concept est le même, c'est une unité qui vaut une tonne de CO2 équivalent qui est garantie. C'est une réduction d'émissions qui est garantie et vérifiée. Je te laisse passer du coup à la slide d'après. Alors pour pouvoir garantir, apporter ces garanties, cette garantie en fait sur l'impact climatique d'un projet, on s'appuie sur des méthodologies carbone. Donc dans chaque standard, il y a des méthodologies carbone spécifiques à un type de projet donné. Et en fait, dans une méthodologie carbone, on retrouve deux volets. Il y a le premier volet qui correspond en fait aux équations. Comment on calcule en fait les émissions d'un projet, sachant qu'il y a plusieurs approches possibles, plus ou moins précises. Alors, on entend, enfin, pour ceux qui connaissent, il y a les approches méthodologiques tiers 1, 2, 3, qui n'ont pas le même niveau de précision, qui ne demandent pas la même quantité de données, on peut s'appuyer soit sur des modèles, on peut aussi aller jusqu'à de la mesure directe. Alors, c'est le cas dans certains standards, dans certaines méthodologies, où on peut aller jusqu'à de la mesure directe du carbone dans le sol, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment le premier volet, c'est comment en fait on évalue les réductions d'émissions, sur quel modèle, sur quelle méthode, quelle équation on utilise en fait pour évaluer les émissions d'un projet. Et puis il y a le deuxième volet en fait qui permet finalement de passer d'un outil de diagnostic GES à une méthode carbone, et qui va en fait définir toutes les règles qui vont permettre d'établir le scénario de référence, de démontrer l'additionnalité du projet, de gérer l'incertitude de la mesure. Donc on voit les approches, on peut utiliser des modèles plus ou moins précis. Comment on gère l'incertitude de l'approche prise, comment on gère le risque de non-permanence. Ça, on y reviendra aussi sur les projets agricoles et forestiers. Il y a de la séquestration carbone avec un risque de déstockage. C'est un risque qui doit être pris en compte. Comment on gère la vérification, l'audit des projets. Voilà, donc c'est vraiment ce deuxième volet en fait qui permet de passer d'un outil de diagnostic à un instant T des émissions d'un projet, des équations en fait à une méthode carbone qui va apporter toutes les garanties sur l'impact climat du projet. Et donc, je vais revenir peut-être plus en détail sur ces différents critères de qualité. Voilà, donc les critères vraiment fondamentaux qui reviennent, qui sont communs finalement à tous les standards carbone qui existent. Le premier, c'est la mesurabilité et le suivi des émissions et de la séquestration carbone. C'est vraiment un outil d'obligation de résultat. On n'est plus sur du cahier des charges qui impose certaines pratiques. Il y a vraiment l'obligation d'aller jusqu'à quantifier
estimer, en tout cas quantifier l'impact climat du projet, l'obligation de transparence et de vérification. Les méthodes doivent être transparentes, les données doivent être transmises et les projets doivent être vérifiés par un auditeur indépendant. Il y a le critère de l'unicité et de la traçabilité des crédits carbone. Les réductions d'émissions doivent être uniques et on doit savoir qui l'a financé in fine. L'objectif, c'est vraiment d'éviter qu'il y ait plusieurs crédits, plusieurs unités, plusieurs réductions d'émissions qui soient émises et achetées par différents acteurs en fait. Là, il y aurait un double financement, voire un triple financement des projets, et c'est absolument ce qu'on veut éviter. Et donc pour ça, on passe par l'utilisation de registres qui tracent ces réductions d'émissions, ces crédits carbone. Il y a la gestion donc du risque de non-permanence qui est aussi commun à tous les standards, même si c'est pas toujours la même méthode pour gérer ce risque de non-permanence. Et puis bien sûr l'additionnalité qu'on a déjà évoquée, ou l'objectif de ces cadres de certification, c'est aussi d'apporter une garantie sur l'efficacité du financement, apporter une garantie sur le fait que le financeur, les financeurs qui ont financé ce projet ont bien été à l'origine d'une réduction d'émissions, d'une séquestration carbone, et que c'est pas un projet qui se serait fait de toute façon. Voilà. Et puis, ce qu'on voit de plus en plus, c'est la présence d'indicateurs pour suivre les impacts sur d'autres enjeux que le carbone. Des enjeux, ça peut être des enjeux sociaux, biodiv, qualité de l'eau, qualité de l'air, etc. Je te laisse passer du coup les reprendre un peu plus en détail un par un. Donc voilà, le premier, comme je le disais, c'était la mesurabilité et le suivi des émissions. C'est ce qui caractérise un outil d'obligation de résultat, avec quelques enjeux. Là, il y a vraiment l'enjeu de s'appuyer sur les derniers travaux scientifiques, et ça implique aussi d'être en capacité de réviser autant que de besoin les méthodes. La recherche, la connaissance scientifique évolue, et donc il faut être en capacité d'intégrer aussi ces travaux-là et de mettre à jour les méthodes au fur et à mesure que la recherche scientifique avance. Il faut s'assurer quand on élabore une méthode et qu'on utilise un modèle donné, une méthode donnée pour évaluer les émissions, que cette méthode en fait, que les données en fait qui sont nécessaires pour faire cette évaluation sont bien accessibles aux porteurs de projets. Que c'est des données qui existent, qui vont pouvoir être récoltées sur le terrain, qui vont pouvoir du coup rentrer dans le modèle et permettre d'évaluer l'impact climat. Et ça peut impliquer en tout cas d'adapter les méthodes. Une même méthode ne peut pas forcément être utilisée dans tous les pays, dans toutes les régions du monde, parce que c'est pas toujours les mêmes données qui sont facilement accessibles par les porteurs par les porteurs de projets. Et ça doit être tenu en compte quand on définit, quand on élabore une méthode carbone. Et un autre enjeu aussi qui est important, c'est l'arbitrage coût-efficacité. Plus on cherche en fait à être précis dans la mesure de ces réductions d'émissions, plus la méthode va être coûteuse en fait, plus il va y avoir des données, de nombreuses données à récolter, voire quand on est sur de la mesure directe, coûter encore plus cher. Et à un moment, il y a un compromis à faire entre coût et précision, et c'est pas toujours nécessaire de prendre la méthode la plus précise, parce que si les coûts sont prohibitifs, il n'y aura pas de projets de toute façon qui s'implémenteront sur le terrain, quoi. Donc il y a vraiment au moment de l'élaboration d'une méthode aussi cet enjeu de vraiment arbitrer le mieux possible entre la précision de la méthode utilisée pour évaluer les réductions d'émissions et les coûts associés à cette méthode. Voilà. Et pour donner quelques exemples de comment ça se matérialise dans le label bas carbone, on peut donner par exemple l'exemple de la méthode grande culture où il y a
beaucoup de chercheurs de l'INRI qui ont été impliqués dans l'élaboration de la méthode. Et ça, c'est vraiment important que les scientifiques, en fait, les chercheurs soient impliqués dans l'élaboration de ces méthodes. Voilà, où on peut aussi citer l'accessibilité des tables de production des essences pour les projets forestiers. Je te laisse passer à la... Alors le deuxième critère fondamental, c'est la transparence et la vérification. C'est un standard de qualité impose que les méthodes soient transparentes. C'est le cas en label bas carbone. Vous pouvez retrouver les méthodologies et le contenu en fait des différentes méthodologies sur le site du ministère. Et les porteurs de projets doivent être aussi transparents sur les données récoltées. Voilà. Et par ailleurs, pour que les réductions d'émissions soient éligibles, soient émises, soient reconnues, pardon, il faut que les projets soient audités par un tiers indépendant. Les enjeux par rapport à ce sujet de transparence et de vérification, il y a d'une part l'asymétrie d'information. Où c'est pas, il y a certaines méthodes en fait où il n'y a pas la même information entre le porteur de projet et le standard ou l'auditeur. Moi, typiquement, l'exemple qu'on utilise souvent, c'est sur la fertilisation azotée. On peut chercher à avoir des méthodes simplifiées, donc moins coûteuses, qui s'appuient sur des moyennes régionales d'apport de fertilisants sur tel type de culture. Voilà, donc c'est une moyenne régionale qui va être utilisée dans la méthode de calcul. Or, le porteur de projet, en l'occurrence l'agriculteur, lui, va savoir comment il se situe par rapport à cette moyenne. Il va savoir exactement quelle dose il a apporté à ses cultures. Et donc, quand il y a ce type d'asymétrie d'information, faut le gérer. La façon dont on le gère, en tout cas dans le cadre du label bas carbone, c'est d'imposer un rabais enfin, de limiter déjà les situations où il y a asymétrie d'information et d'appliquer un rabais en fonction de l'incertitude, le cas échéant. Voilà, et puis ça pose aussi la question des auditeurs. Qui est accrédité pour auditer, quelles compétences ça nécessite, qui est en capacité d'auditer ces projets. Ça pose aussi des questions sur les règles d'audit, et ça rejoint le point un peu sur le compromis rigueur et coût de ces outils, où là se pose la question de est-ce que c'est toujours nécessaire de faire un audit systématique projet par projet? Est-ce qu'on peut se satisfaire d'un audit par échantillonnage pour réduire les coûts? Voilà, et c'est pas toujours les mêmes règles d'un standard à l'autre. En tout cas, c'est des questions qui peuvent se poser. Je te laisse passer à la slide d'après. Donc oui, il y a la question de l'unicité et de la traçabilité des crédits carbone. Ça, je pense que ce point est assez facile à comprendre. Donc, vraiment, l'objectif, c'est qu'une réduction d'émissions soit valorisée qu'une fois et pas revendue à plusieurs acteurs simultanément. Et donc ça, en fait, ça passe par la création d'un registre qui trace en fait les réductions d'émissions et à qui elles ont été vendues pour s'assurer qu'il n'y a pas double revente de ces réductions d'émissions. Et la non-cessibilité par ailleurs des crédits, enfin des réductions d'émissions dans le cadre du label bas carbone apporte une garantie supplémentaire sur le fait qu'il n'y ait pas une multiple utilisation d'une même réduction d'émissions. Sur la permanence, donc ça c'est vraiment spécifique aux projets agricoles et forestiers. Il y a plusieurs façons de gérer en fait la permanence. Il y a déjà gérer la période du projet et on peut, enfin les projets peuvent avoir une durée plus ou moins longue. On peut contrôler aussi à plus ou moins longue échéance si le projet est toujours en place, si la forêt est toujours en place, si les haies sont toujours en place. Il y a des standards qui vont très très loin dans la durée. Ça pose la question de la crédibilité. Enfin, voilà, des vérifications qui sont prévues
sur une très longue période, ça pose la question de est-ce que vraiment le standard sera encore en place dans si longtemps, et ça pose quand même une question de crédibilité, mais en tout cas c'est une des options qui est choisie par certains standards. Et puis il y a aussi la solution d'appliquer un rabais en fait en fonction du risque de non-permanence, et c'est ce qui est appliqué en France, où l'objectif c'est d'évaluer en fait quel est le risque. Alors ça peut être un risque physique, comme dans le cas pour les projets forestiers, s'il y a une tempête ou un incendie. Ça peut être un risque plus lié aux porteurs de projet, typiquement enfin, retourner une prairie, voilà, c'est la volonté du porteur de projet, c'est pas un événement extérieur, mais c'est des risques qui existent, qu'il faut essayer de quantifier, même si c'est pas simple. Et ce que propose le label bas carbone, c'est d'appliquer un rabais à hauteur du risque de non-permanence du projet. Euh, voilà. Et sur la question de l'additionnalité, alors il y a plusieurs façons de démontrer l'additionnalité. Il y a différents types d'additionnalité. On parle pas tout, on se comprend. Enfin, il peut y avoir un peu de confusion là-dessus. L'additionnalité, c'est pas seulement faire mieux que sur la situation sans projet. C'est pas simplement démontrer que le projet, la plantation de haies, la réduction de fertilisation azotée a permis de réduire les émissions. C'est aussi démontrer que ce projet-là allait au-delà de la réglementation, que c'est pas quelque chose qui était imposé de toute façon par la réglementation. Il faut démontrer aussi que c'est un projet qui était coûteux, qui ne se serait pas fait dans tous les cas, réglementation ou pas. Ou alors, il faut démontrer qu'il y a un certain nombre de freins. Alors, ça peut être des freins techniques, sociaux, organisationnels. Ça peut être un problème de formation, de connaissances. Il faut démontrer en tout cas qu'il y a des freins, que ces projets ne se seraient pas faits spontanément en fait, sans le revenu carbone supplémentaire. Voilà. Et donc l'objectif vraiment de l'additionnalité, c'est encore une fois d'assurer l'efficacité du financement, d'assurer que le financement va pas aller vers un projet qui se serait fait de toute façon. Donc de limiter le risque d'effet d'aubaine, et aussi de justifier la revendication du financeur. Un financeur qui communique sur le fait qu'il va financer un projet et que par son action de financement, il y a une réduction d'émissions, et il faut que cette réduction d'émissions soit réelle, crédible, et bien de son fait, bien du fait de ce financement. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'il faut démontrer que le projet ne se serait pas fait spontanément sans ce financement. Et je crois que c'était le dernier point.